alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à vous tous, bonjour à tous nos auditeurs, nos spectateurs. Chers internautes, merci d'être abonnés à notre site Lumière Islamique. Merci de nous accompagner tout au long de nos émissions qui forment un ensemble de conférences sur l'individu, la famille et la société. Souhaitons la bienvenue à nos chers invités, Dr Rokhaya Cissé, sociologue-chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire et spécialisée en analyse genre, coordonnatrice du laboratoire de recherche sur les transformations sociales, titulaire d'un doctorat d'université de sociologie au sein de la formation doctorale Sciences sociales appliquées au développement d'études de langue et de la société de l'université de Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal. Elle avait préparé sa licence et son master en sociologie à l'université Jean Jaurès de Toulouse en France. Bienvenue à notre psychologue, cognitiviste et chercheur, Dr Ibrahima Giroux, organisateur du groupe et du Chance Coaching dans le centre d'intérêt, psychologue de l'enfant, de la famille et des organisations psychopédagogiques. Docteur en psychologie cognitive, diplômé de l'Université de Bourgogne en France. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de notre chaîne Lumière Islamique. Soyez les bienvenus. Bonjour, salam alaikum à nos internautes, à nos spectateurs et nos auditeurs. Bonjour à Madame Neila, bonjour à Dr Giroux. Nous avons le plaisir d'être présents avec vous aujourd'hui pour discuter du thème de la parentalité. Merci. Bonjour, cher Nada. Bonjour également à Dr Rokhaya Cissé, une chercheuse de très haut niveau que j'ai le plaisir de rencontrer et avec qui j'ai le plaisir de partager également ce panel. Bonjour également à tous nos amis internautes et les fidèles abonnés de la chaîne Lumière Islamique. C'est un très grand plaisir que nous venons ici partager cette thématique sur la parentalité avec vous, Neila. Merci beaucoup, soyez les bienvenus. L'éducation est l'un des investissements les plus importants qu'un pays puisse faire pour son avenir. Elle est un puissant facteur de changement, elle améliore la santé et les moyens de subsistance, contribue à la stabilité sociale et stimule la croissance économique à long terme. Elle est aussi essentielle à la réalisation des objectifs du développement durable. Parlons de l'éducation, c'est savoir éduquer, c'est pour qu'on nous pousse à parler de la parentalité qui qualifie le lien entre un adulte, un homme ou une femme et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle ce lien s'inscrit dans le but d'assurer le soin, le développement, l'éducation et le bien-être de l'enfant. Ce lien suppose des fonctions et d'obligations morales, matérielles, culturelles, juridiques, éducatives dont la finalité est l'intérêt supérieur de l'enfant. Dr Rokhaya Cissé, vous avez parlé dans vos émissions passées de la parentalité dans ses aspects socio-économiques, culturels et institutionnels. Aujourd'hui, on est face à une réalité. On entend souvent la phrase « Être parent aujourd'hui est plus difficile qu'avant ». Comment se manifestent ces difficultés qui naissent de ces changements si importants? Merci Madame Neila. Je pense que vous l'avez bien introduit. Vous avez bien introduit cette question parce que nous observons que la famille est en train de changer. Elle est en train de changer parce qu'elle a subi des transformations. Et ces transformations révèlent que nous avons abandonné progressivement les formes traditionnelles de parentalité où nous avions une parentalité beaucoup plus élargie avec les parents, les grands-parents, les cousins, les tantes, les cousins, les frères du père et de la mère. Cette forme de parentalité élargie, elle a été un peu désagrégée, elle est en pleine transformation et nous avons donc observé que la famille se réduit de plus en plus aux parents biologiques qui s'occupent de l'enfant. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Il faut expliquer que nos sociétés ont connu des transformations. On n'est plus dans la société traditionnelle basée sur la famille qui va travailler selon un mode agraire. Nous avons de plus en plus des emplois urbains. Les familles sont de plus en plus nombreuses dans le milieu urbain où vous avez une restriction donc de cette unité familiale. Nous avons le père, la mère et les enfants. Et ça, ce n'est pas sans conséquence. Donc la parentalité, elle est en train de changer.
on va observer de plus en plus de parents qui vont devoir s'occuper tout seuls des enfants ou avec une aide familiale, souvent peut-être même rémunérée, avec très peu de possibilités de déléguer certaines fonctions parentales. Et ce n'est pas sans conséquence parce que les parents sont de plus en plus pris dans les emplois du temps deviennent de plus en plus serrés, y compris pour les femmes qui travaillent de plus en plus. Et ce n'est pas sans risque dans cette fonction d'être parent, où vous avez des parents qui viennent de plus en plus tard à la maison, les enfants qui sont de plus en plus, qui occupent de plus en plus les parents parce qu'ils revendiquent de plus en plus des droits. Et ça peut être une situation qui peut créer même des conflits au niveau des cellules familiales. Bon, peut-on dire que chaque parent doit s'adapter à son enfant ou bien à l'inverse? Je crois que on est dans un dialogue. On est dans un dialogue où l'enfant est de plus en plus un acteur à part entière. Ce n'est pas un être que vous pouvez tordre et façonner à votre image. Je crois que les enfants ont changé, les parents ont changé, les enfants ont changé et on doit s'inscrire dans une nouveauté, dans une relation beaucoup plus ouverte, où vous pouvez discuter de plusieurs sujets parce que vous avez vu que les enfants nous interpellent de plus en plus sur des sujets qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qu'ils voient dans les lectures, qu'ils discutent à l'école, qu'ils discutent entre pairs et le parent doit être suffisamment outillé pour répondre à ce type de questions et c'est ça aujourd'hui qui est de plus en plus difficile. Les parents doivent être davantage compétents. Ce n'est plus une fonction que vous pouvez partager avec un certain nombre de membres. Va demander à ton grand-père, va demander à ta grand-mère, va demander à ton oncle. Mais vous devez être en mesure de répondre à toutes ces demandes et ce n'est pas sans difficulté et sans conséquence sur le dialogue que les parents doivent avoir avec les enfants. Merci beaucoup. Docteur Brahima Giroux, parle-t-on alors d'une difficulté? Comme premier point, quand est-ce qu'une personne se sent-elle qu'elle a besoin de voir un psychologue et quelles sont les difficultés que les parents évoquent-ils quand ils viennent consulter votre cabinet? Quand on voit les parents venir chez nous, on les entend, la phrase qui revient souvent c'est « j'ai tout fait ». J'ai tout fait, mais mon enfant ne m'écoute pas. J'ai tout fait, mais mon enfant est têtu. J'ai tout fait, mais mon enfant est dur avec moi, il n'est pas reconnaissant. Donc, le parent a le sentiment beaucoup d'ingratitude de la part de ses enfants, ça revient. Et ils ont le sentiment également d'une certaine trahison, puisque normalement, quand on investit autant sur son enfant, le moins qu'on puisse attendre, c'est soit de la reconnaissance ou en tout cas un comportement un peu plus miséricordieux de la part de son enfant, un comportement un peu plus doux. Alors que ce qu'on observe, et c'est ce que le Dr Rohey a dit, on sent que le dialogue est rompu. En tout cas, le dialogue entre les parents et les enfants aujourd'hui est très pauvre. C'est très pauvre et c'est à l'image de la pauvreté de la parentalité. C'est-à-dire qu'on a une parentalité qui a perdu de l'esprit et qui n'a gardé que des règles. Et un exemple, on pense que pour faire un cadeau, il faut aller acheter des objets matériels. C'est la façon la plus pauvre d'éduquer les enfants, y compris si vous êtes riche. Parce que le meilleur cadeau qu'un parent doit donner à son enfant et que l'enfant doit chérir, c'est le sourire du parent. Il faut que le sourire du parent soit cher. C'est que si mon sourire est suffisamment frais, suffisamment fort, suffisamment bien encadré, il doit pénétrer dans le cœur de mon enfant, de sorte que ça, c'est plus grand que tous les cadeaux matériels que je peux acheter. Aujourd'hui, le parent a perdu cette force et on voit qu'en réalité, il lui reste que des aspects matériels ou des aspects de l'ordre de la légalité. Tu dois m'obéir, c'est tous les devoirs de l'enfant. Tu dois, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu dois pas. Comme si le parent était dans un code de la route où il va cadrer son enfant. Et ça, c'est de la pauvreté, parce qu'en réalité, un enfant, on ne peut pas le cadrer. C'est pour ça que Dr Rohey a fort raison de dire, c'est un dialogue. On ne peut pas cadrer l'enfant, parce que l'enfant, c'est une infinité. C'est un esprit, c'est un rêve, c'est un projet divin. C'est un projet divin. Comment vous pouvez cadrer un projet divin avec des règles qui sont finies? Ce n'est pas possible. Il faut les encadrer. Alors que les parents ne sont plus dans l'encadrement, ils sont dans le cadre.
C'est que tu dois, tu ne dois pas, tu peux, tu ne peux pas. Et il y a beaucoup d'interdits dans les familles. Et la multiplication des interdits fait que le parent lui-même, il ne respecte pas ce qu'il interdit parce qu'il a trop interdit. Donc les risques de ne pas respecter ce qu'il a interdit augmentent. Alors qu'il devait choisir les 2-3 valeurs importantes pour lui et surtout les valeurs que le parent lui-même respecte. Et il les fera respecter plus facilement à son enfant. Malheureusement, on voit quand les parents arrivent au cabinet, ils disent non, mon enfant ne m'écoute pas. Et moi, en tant que psychologue, je sais ce qu'il veut dire. Je sais que le parent n'est pas en train de dire mon enfant ne m'écoute pas. Ce que le parent dit, c'est mon enfant ne m'écoute plus. Ça veut dire qu'il m'écoutait avant. À un moment donné, il a cessé de m'écouter. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon enfant arrête de m'écouter? Ça, le parent ne veut pas le dire. Parce qu'il a trop parlé. Donc le parent n'avoue pas que c'est à cause de lui que son enfant ne l'écoute plus. Oui, c'est un phénomène de société. C'est que c'est pas que le parent soit mauvais, c'est que le parent n'est pas outillé. Avant, on pouvait avoir un enfant, c'est ce que le Dr Rahia a expliqué également. Il y a la grande famille pour vous aider à récupérer vos erreurs. Si moi j'ai fait une erreur, Dr Rahia peut récupérer. Et du fait, ça fait qu'au final, l'enfant a toujours la bonne information. Aujourd'hui, nous vivons seuls avec nos enfants. Si nous faisons une erreur, elle va apparaître. Il n'y a personne pour récupérer l'erreur. Donc ça veut bien dire que les parents, en réalité, ils sont seuls face à un nouvel univers auquel ils n'ont pas été préparés. Les parents ne sont pas préparés à éduquer seuls leurs enfants et les enfants ne sont pas préparés à aller seuls avec les parents. Parce que ce qui est naturel, c'est un environnement plus large. Puisqu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. C'est ça. Donc cette nouveauté, elle fait que les parents ne sont pas outillés, les parents sont en souffrance, beaucoup de parents sont en souffrance, parce qu'en réalité c'est leur orgueil même de parents qui est touché quand vous avez le sentiment que vous n'arrivez plus à éduquer votre enfant, comme si vous avez échoué. Merci beaucoup. Il s'agit de l'évolution de la parentalité, Dr Rokhaya, et des difficultés qu'elles subissent. Quelles sont selon vous les conséquences sur les communautés et sur les sociétés, et surtout sur les familles, et leur devoir d'éduquer leurs enfants? Alors, d'abord en termes de conséquences sur les familles, je pense que Dr Giraud a bien dit, le parent n'a pas forcément... ce n'est pas des mauvais parents, on n'incrimine pas les parents, c'est qu'on dit juste qu'ils n'ont pas les solutions parce qu'ils sont seuls, ils n'ont pas des fonctions pour les aider. Par exemple, dans les pays développés, vous voyez qu'il y a des cours d'éducation à la parentalité, ils en sont arrivés là et c'est fait dans les communautés, c'est fait dans les collectivités locales pour aider les parents parce que là, les problèmes de parentalité se sont posés avec acuité, surtout dans les zones difficiles. Et là, c'est l'État et les collectivités locales qui trouvent des solutions pour régler ces problèmes. Vous voyez, ça devient un problème de société parce que de plus en plus d'enfants sont en décrochage scolaire, ils sont dans d'autres réseaux, même criminels quelquefois. Donc c'est un problème central, social, qui se pose là et les politiques publiques sont obligées de régler le problème. Ici, on n'en est pas encore là parce que nous avions nos ressorts communautaires, nous avions nos propres règles de cohésion sociale et d'entraide sociale, de solidarité, qui font que le parent peut s'appuyer sur ces leviers pour pouvoir continuer à assurer sa fonction. Comme dit Ibrahima, lorsque vous êtes seul et que vous faites une erreur, ça se voit tout de suite. Mais quand vous êtes dans le groupe, vous pouvez faire appel à votre sœur. Souvent, vous voyez que quand un enfant a un mauvais comportement, on appelle la tante, on appelle l'oncle. Il faut lui parler pour essayer de le remettre sur le droit chemin ou le confier quelque part, ou le mettre dans un internat. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions parce que ce n'est pas encore un problème qui est pris par les politiques publiques. Donc on a encore quelques ressorts. Tout n'est pas perdu. On n'est pas dans le négativisme, tout n'est pas perdu, mais il nous faut trouver d'autres voies et moyens pour aider les parents. Donc ça, c'est la première conséquence que je vois. La deuxième conséquence, c'est que de plus en plus, si on continue dans cette voie, si rien n'est fait, les familles vont être de plus en plus disloquées.
on va observer de plus en plus des familles séparées, des familles désarticulées, où vous verrez le père d'un côté, la mère de l'autre. Parce que quand vous avez des problèmes avec un enfant, ça peut se ressentir même dans le couple, parce que les parents peuvent avoir des problèmes pour s'entendre sur la manière de faire, et ça peut même être à l'origine de la séparation dans les couples. Donc les familles de plus en plus disloquées, vous allez voir que l'enfant risque d'avoir un décrochage scolaire s'il est à l'école. S'il est plus âgé, les études peuvent s'arrêter. Il peut même arriver que l'enfant quitte le domicile parce qu'il ne se retrouve plus dans la marche globale de la famille en quelque sorte. Donc on va avoir de plus en plus des enfants qui vont se retrouver peut-être même dans des circuits marginalisés. Donc ça c'est une des conséquences. Vous allez aussi voir les familles qui vont essayer d'investir de plus en plus dans les études, dans l'éducation, dans les loisirs. Et ça peut avoir un impact sur le budget de ces familles-là et créer même une perte de patrimoine. Moi, j'ai vu beaucoup de parents arrêter de faire certains travaux. Je parle du point de vue de l'université. J'ai des collègues qui, en raison d'une grande charge de travail, n'arrivent même plus à aller en mission parce qu'ils ne veulent plus laisser les enfants seuls à eux-mêmes. Donc vous voyez que ça peut créer même des problèmes dans la carrière même des individus. Donc ça aussi c'est une conséquence qui est là. Et l'autre conséquence c'est qu'on va être de plus en plus séparés on n'a plus nos ressorts qui nous connectent en termes de solidarité. C'est-à-dire que chacun va observer l'autre, se débattre dans ses difficultés, et ce sont les solidarités même qui sont de plus en plus rompues. Par exemple, moi, si j'ai des problèmes avec mon enfant, je n'oserai plus aller fréquenter ma famille élargie parce que je ne voudrais pas qu'il constate que mon enfant a des problèmes. Je ne vais plus fréquenter mon association, je ne vais plus avoir certaines, je ne sais pas comment dire, certaines activités extra familiales parce que je ne veux pas que les gens observent les difficultés que j'ai. Donc je vais me restreindre de plus en plus, et tout cela, ça va rompre la chaîne de solidarité et d'entraide qui peut avoir des conséquences sur ça. Donc voilà, c'est un ensemble de conséquences qui sont là, et si on ne fait rien, on risque de tomber dans ce cas-là. Mais tout n'est pas perdu. Je pense que nous avons les possibilités de rattraper tout cela. Et peut-être que dans un autre moment, je vais parler un peu des travaux que nous avions faits sur l'impact de la pandémie et du confinement pendant la période de Covid-19, sur comment les familles ont été un peu déséquilibrées et comment elles ont trouvé les ressources internes pour faire face. Merci beaucoup, docteur. Docteur Giroux, encore, pouvez-vous nous parler de ces conséquences, mais surtout sur le développement normal de l'enfant? Merci beaucoup, Naila. Je pense que le cadre a été bien mis par le Dr. Rahia pour voir un peu que la famille risque de baigner dans un environnement un peu conflictuel, dans un environnement instable et surtout déstructuré. C'est-à-dire que savoir où on va, ça pose un problème. Alors que l'éducation, c'est comme un voyage. Et pour voyager, il faut savoir, on commence ici, mais surtout il faut savoir où on va. Et aujourd'hui, les parents ont de plus en plus de mal à dire à l'enfant, on va ici. C'est-à-dire que je veux que tu sois quelqu'un de bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que tu aies telle qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça se fait? Et il faut que ce soit des qualités simples. On voit qu'aujourd'hui, les parents veulent tout pour leur enfant, et c'est ça le grand problème. Les parents veulent un enfant parfait alors qu'eux-mêmes ne sont pas parfaits et qu'il n'est pas possible d'être parfait. Donc quand vous voulez quelque chose qui n'est pas possible, qu'est-ce que vous faites? Vous créez des problèmes. Ok? Avant, ça ne se passait pas comme ça parce que l'idée même d'avoir un individu parfait ne se posait pas. Mais aujourd'hui, on sent que les parents font tout pour leur enfant, surtout quand c'est des familles éclatées. Malheureusement, des familles divorcées, quand on vit seul avec son enfant, on fait tout, on dit, on se sacrifie pour son enfant. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est quand vous commencez à vous sacrifier, vous voyez, pour votre enfant, au lieu de vivre pour votre enfant. Ça veut dire que les parents se posent les mauvaises questions. Et donc, ils aboutissent aux mauvaises réponses. Et les conséquences sur les enfants sont parfois un peu tristes.
à différents âges. S'il s'agit des tout petits, on pense parfois que les bébés ne ressentent rien parce qu'ils ne parlent pas, alors qu'il y a une différence fondamentale entre parler et comprendre. Certaines choses, il n'y a pas besoin d'en parler. Certaines choses se ressentent, sont de l'ordre du ressenti. Quand le parent est en souffrance, l'enfant, même s'il ne parle pas, Même à petit âge. même le bébé. Oui. Vous voyez pourquoi? Parce que la souffrance est un changement d'état. Et quand je dis état, on dit ressenti. Donc le bébé va le sentir. C'est qu'il y a une différence entre sourire et se fâcher, même si on ne parle pas. Donc le bébé peut sentir ces deux états. Donc quand le parent est en souffrance, il passe le signal au bébé, même s'il fait des efforts pour ne pas le passer. Mais ça c'est naturel, ça passe. C'est quelque chose qu'on ne peut pas bloquer. Ça passe. On peut ne pas le dire, mais le dire ou ne pas le dire, ça ne change rien sur le fait de ce que l'on vit. Donc dès qu'on le vit, on le transmet. Si on le transmet, un récepteur va le capter. Et les enfants sont d'excellents récepteurs. Ils captent tout. Vous voyez, ils captent tout. Et ça va rentrer dans leur système et ils vont grandir avec. Et ça va commencer à changer leur voyage. Okay. Donc ça peut avoir une certaine influence sur leur personnalité. Totalement. Ça a totalement un effet sur leur personnalité, sur qui ils sont, sur comment ils voient les choses et sur la confiance même qu'ils peuvent avoir en eux. Parce que vous savez, quelqu'un qui a confiance en lui pose des pas plus sûrs dans le monde que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Donc quand nos enfants perçoivent du parent des doutes, des peurs, des angoisses, une angoisse simple, c'est est-ce que je vais bien éduquer mon enfant? Quand le parent commence à beaucoup se poser cette question-là, même s'il fait des efforts, il est en train de faire quelque chose qui est très négatif. Vous voyez, cette peur qu'il a de mal éduquer son enfant, c'est quelque chose qui transmet à son enfant. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui vient lutter, voilà, même directement, c'est quelque chose qui vient affecter parce que ça, l'enfant le sent dans le comportement du parent. Donc c'est une façon de dire aux parents, non, ne vous trompez pas de question. La question, c'est pas d'éduquer de manière parfaite son enfant. La question, c'est de donner à nos enfants ce que nous avons de meilleur en nous. Et le meilleur que nous avons n'est jamais parfait. Si nous essayons de faire quelque chose de parfait, c'est là que toutes les angoisses viennent et les angoisses sont une catastrophe. Parce que les angoisses vont être ressenties par les enfants et ils voient un parent qui doit le guider, mais le parent qui guide lui-même, il est instable. Il a peur. Comment vous pouvez éduquer si vous avez peur? Et les enfants risquent du coup d'aller chercher un autre parent dehors, et parfois ce n'est pas un bon parent. Ils vont chercher un autre parent dehors, ça peut être quelqu'un qui a un très mauvais caractère, mais qui lui n'a pas peur. Et l'enfant va plus facilement faire confiance à une mauvaise personne qui n'a pas peur qu'à une bonne personne qui a peur. Vous voyez, donc il faut que les parents voient que les conséquences sur la personnalité de l'enfant, et le docteur le disait également tout à l'heure, le docteur Rahia, il y a de vrais risques que nos enfants soient dans des cercles un peu marginalisés, parce que le cercle familial est déstructuré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un vrai message dans la famille, il n'y a pas un vrai projet dans la famille, il n'y a pas un vrai rêve dans la famille. Dans les religions, par exemple, le rêve est clair. Si vous faites quelque chose de bien, vous serez au paradis. Le voyage, c'est là. Le voyage est clair. Dans la famille, le voyage doit être aussi clair. Nous allons là. Et ça, c'est les parents qui doivent dire où nous allons. Ce sont les directeurs. Ils doivent donner la direction. De sorte que même si le parent n'est plus là, parce qu'on n'éduque pas son enfant comme si on est éternel. On éduque son enfant parce que nous sommes éphémères. Vous voyez? Donc quand je suis conscient de ça, c'est la direction que je montre à mon enfant. Je dis à mon enfant, on va à tel endroit, même si je n'y arrive pas. Alors que quand le parent a peur, il veut gérer toutes les étapes jusque là-bas. Alors que non, il n'est pas là pour gérer les étapes. Il est là pour dire où nous devons atterrir. Vous voyez, beaucoup de parents se sont trompés dans la communication. Au lieu de montrer à l'enfant où on doit atterrir, ils sont en train de gérer étape par étape. Et ça, ce n'est pas possible. Il y a un proverbe chez nous en Wolof qui dit « ça veut dire si quelque chose te surprend, elle peut te terrasser. Et quand le parent veut gérer au quotidien,
il aura toujours des surprises. Donc nous, comme parents, il faut qu'on se base sur les principes solides pour aider l'enfant à s'élancer tout seul. C'est ça. En présence ou bien en absence des parents. C'est ça. Et c'est exactement ça, Neila. Si le parent est clair sur le fait que lui, il ne sera peut-être pas là. Oui. Au niveau de quand le voyage va se terminer, d'accord, il va plus s'intéresser aux principes. Il sera sur les principes. Et pour les principes, il ne faut pas avoir beaucoup de principes. Le premier principe, c'est de limiter les principes. C'est ça. La multiplication des principes tue les principes. C'est ça. Parce que l'enfant ne sait plus quel principe il faut prendre. Et pour que, n'est-ce pas, pour qu'un principe soit fort, il faut qu'il n'y ait pas trop de principes autour. Ok. C'est ça. Et que ce soit un principe qui soit renforcé chaque jour par les faits, par les comportements du parent. C'est pour ça qu'on disait dès le début qu'il faut que le parent limite l'enseignement. Parce qu'en réalité, Dieu nous a créés avec toute une intelligence pour pouvoir nous adapter. C'est-à-dire que moi, si j'enseigne une seule valeur à mon enfant, cette valeur suffit pour diriger mon enfant. Si j'enseigne 2 valeurs à mon enfant, le risque de ne pas me comporter comme ce que ces valeurs demandent augmente. Si vous enseignez 3 valeurs à vos enfants, le risque de ne pas vous comporter comme ces 3 valeurs augmente. Plus vous augmentez les valeurs que vous enseignez à vos enfants, plus vous risquez de contredire par vos comportements les valeurs. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un enfant, parce que certaines maladies, comme la schizophrénie, viennent de ce que le parent également est contradictoire par rapport à son message. Il donne des signaux contraires à l'enfant. C'est des problèmes un peu schizoïdes. Vous voyez, parce que l'enfant ne sait pas ce qu'il faut retenir. Okay? Donc cette déstructuration, ces difficultés des parents, c'est un sujet de société qu'il faut vraiment traiter de manière très sérieuse. Et le Dr Rahia le disait, il faut que l'État prenne ça très au sérieux pour offrir aux parents des rencontres de cette nature-là, des plateformes pour recevoir les bonnes informations. Autrement, c'est difficile. Ils ont les meilleures volontés du monde, mais ce n'est plus une question de volonté. C'est une question d'outils. Il faut savoir comment on fait les choses. Docteur Rokhaya, de l'évolution de la parentalité, on était face à des difficultés ainsi qu'aux conséquences sur les communautés et les sociétés. Donc, on est face à un certain problème. Et automatiquement, n'importe quelle personne, lorsqu'on entend un certain problème, tout de suite on pense ou bien on cherche la solution. C'est automatique, c'est logiquement. Et pour résoudre le problème, il faut trouver les solutions, bien sûr. Quelles sont les solutions concrètes? Lorsqu'on parle des solutions concrètes, parfois on peut voir des solutions théoriques énumérées, mais qui ne sont pas concrètes, que les sociétés et les communautés peuvent mettre en œuvre pour changer de situation. C'est ça. Merci Neila. Moi, je suis très, très heureuse d'entendre Dr Giroux parler, parce que c'est tellement vrai tout ce qu'il dit que c'est très intéressant, et je suis ravie d'entendre ça et que ça fasse écho dans la communauté. En termes de solutions, j'étais assez surprise en faisant une recherche sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur les familles au Sénégal. Et je pense qu'une des solutions, sans la chercher, on l'a trouvée. Lorsque nous avions été dans une période de confinement, où les restrictions étaient assez fortes, les personnes n'allaient pas travailler, on était à la maison, peut-être il y en a qui faisaient du télétravail, d'autres qui étaient obligés d'arrêter même l'emploi. Ce n'était pas sans problème, hein, il y avait des problèmes. Mais ce qu'on a observé, c'est que les familles se sont retrouvées. Oui. Les familles se sont retrouvées entre elles, et ça a créé du lien, ça a créé... Bon, c'est sûr qu'il y a eu des violences qui ont été exacerbées, il y a eu des manques, notamment sur les ressources des ménages qui étaient plus faibles. Mais il y avait cette cohésion entre les membres de la famille, entre plusieurs générations, quand ils vivaient avec les grands-parents, les parents et les enfants. Il y a eu des moments d'échange, il y a eu des moments de solidarité, il y a eu des moments de loisirs, de communication. Et ça a créé... C'est quelque chose qui est ressorti dans ces travaux, que c'était... Il y avait vraiment une très très bonne... ça a eu un bon impact sur la famille. Donc je pense qu'une des solutions, c'est ça. Il faut créer des moments, il faut créer des espaces de communication où on parle de tout.
de tous les sujets qui sont évoqués, de tous les sujets que les enfants veulent bien mettre sur la table, de tous les sujets autour desquels les parents peuvent s'exprimer de façon claire, comme a dit Dr Giroux, sur des principes clairs, pas simplement sur des droits, des devoirs, un investissement matériel, mais sur des choses beaucoup plus même spirituelles, sur des débats d'idées, sur des principes, voilà. Donc je crois que c'est ça. Une des solutions, c'est que nous devons trouver dans nos espaces, dans nos familles, des moments et des espaces où on peut discuter d'une multiplicité de sujets. Et le problème avec la mise en œuvre de ces solutions, c'est que c'est de plus en plus difficile. On vit de plus en plus dans des maisons qui sont exiguës. On vit de plus en plus dans des espaces qui ne permettent même pas ce genre de réunion ou de rassemblement. On vit de plus en plus ce manque de temps, parce que quand vous rentrez chez vous à 20h, 21h, 22h et que vos enfants dorment déjà, mais à quel moment vous avez ce type d'échange avec eux? Ça devient de plus en plus difficile. Notre mode de vie est en question. Notre mode de vie pose problème. Donc, c'est ce type de plateforme qu'il nous faut créer. Je ne sais pas quelles sont les conditions où nous pouvons nous retrouver tous ensemble pour discuter de cette diversité de sujets, mais c'est un préalable, c'est une condition pour que les familles se ressoudent, pour que les familles se réparent. Parce qu'on peut voir qu'elles sont quand même face à des difficultés et il faut trouver ces voies et ces moyens-là. L'autre chose, c'est que nous avons de plus en plus de familles qui vivent des vulnérabilités très importantes en termes de ressources matérielles. Comment faire pour que les familles les plus démunies puissent bénéficier d'une certaine aide, que ce soit de l'État, que ce soit de la communauté, sans stigmatisation, parce que souvent les aides stigmatisent ceux qui sont aidés. Mais comment on peut faire que ces aides parviennent aux plus démunis et que ça puisse être inscrit, que ça puisse entrer dans le budget familial et fait pour les enfants? Vous aidez les gens pour l'éducation, vous aidez les gens pour qu'ils puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent prendre leurs 3 repas. Et je pense que ça, ce sont des conditions qui, aujourd'hui, pourraient essayer de ressouder un peu. Les parents sont désemparés. Ils doivent trouver les ressources pour manger, pour amener à l'école, pour assurer l'éducation religieuse des enfants. Ils doivent faire ils ont un ensemble de responsabilités et pour ça, il faut qu'ils bénéficient d'aide, que ce soit au niveau de la communauté, au niveau des municipalités, au niveau de l'État. On ait de plus en plus d'aide aux parents démunis et que ces parents puissent dégager des espaces et des moments où ce dialogue est instauré, où on peut parler de tout. Et troisième solution, c'est qu'on fasse revenir en quelque sorte cette parentalité un peu plus élargie, où vous avez une diversité d'acteurs qui sont peut-être les grands-parents, les cousins, les tantes, qu'ils puissent aussi intervenir dans l'éducation des enfants, pour ne pas que les enfants dont Ibrahim a parlé aillent chercher un parent qui n'est peut-être pas le meilleur parent parce qu'il aura peut-être une mauvaise influence sur cet enfant-là. Que ce soit nous qui choisissons les relais qui peuvent nous aider dans nos fonctions de parentalité et pas que l'enfant aille chercher lui-même de façon désordonnée parce qu'il peut tomber sur des cas qui peuvent ne pas être les meilleurs. Voilà. Donc, en termes de solutions, c'est ce que je voulais proposer. Merci beaucoup. Docteur Giroux, arrive-t-il à ne pas savoir résoudre leurs problèmes? Et comment accompagnez-vous ces parents dans votre cabinet? C'est-à-dire, comment apaiser ces parents et les rassurer? Merci beaucoup, Naïda. La première chose, c'est la confiance. Okay. Oui, il faut que le parent ait confiance en lui. Oui. Oui. On ne donne que ce que l'on a, et si le parent n'a pas confiance en lui, il ne peut pas transmettre cette confiance à son enfant. Et maintenant, s'il n'a pas confiance en lui, ça veut dire qu'il y a toute une panoplie de problèmes, de signaux négatifs qu'il va livrer à son enfant. Donc, c'est vrai que quand le parent arrive à ça, la pathologie familiale arrive, c'est-à-dire la famille commence à tomber malade. Il y a des maladies qui sont au niveau individuel, mais il y a des maladies qui sont au niveau familial. Il y a des familles qui sont malades. Pourquoi? Parce que la maladie, elle est latente.
c'est que c'est comme un nuage qu'il y a au-dessus de la famille, mais un nuage négatif, pour ne pas dire, pardonnez-moi l'expression, parfois toxique. Parfois toxique, franchement. Donc, il est très important que la famille puisse vraiment se retrouver, c'est ce que le docteur avait dit, pour créer de la confiance. Et ça, nous avons besoin que ceux qui parlent de la parentalité, ils soient des gens qui sont formés dessus. Ça, c'est très important. Parce qu'en réalité, on entend énormément de gens parler aujourd'hui de parentalité et donner des leçons aux parents. Mais donner une leçon aux parents, c'est un enjeu hautement stratégique pour un État. Pourquoi? Parce que c'est le parent qui crée la sécurité dans le pays, puisque c'est lui qui éduque son enfant. Un enfant mal éduqué, 100 000 enfants mal éduqués, c'est un pays en insécurité. C'est le parent qui crée la santé dans le pays. Pourquoi? Un enfant bien éduqué par ses parents, c'est de la prévention de la maladie. 100 000 enfants bien éduqués dans ce sens-là, c'est du domaine de la santé publique. Donc il ne faut pas le voir à l'échelle d'un enfant, il faut le voir à l'échelle nationale. N'est-ce pas? Donc si on donne un bon message aux parents, c'est tout le pays qui est en train d'en profiter. Vous voyez? Et nous sommes en train de régler énormément de problèmes politiques en réalité à travers ces plateformes que nous sommes en train d'offrir aux parents, notamment à travers la lumière islamique, pour que les parents aient le maximum de bonnes informations pour éduquer son État, mais ça, son enfant. Mais ça veut dire que ce sont les États qui doivent, comme Dr Rohia le disait, prendre ce problème-là, former des spécialistes dans le domaine de la parentalité, poser des endroits spécifiques, voire même des lignes téléphoniques gratuites, n'est-ce pas, où les parents peuvent appeler. Ils vont rencontrer des spécialistes comme Dr Rohia pour leur dire, voilà ce que je vis. C'est pour que ça ne soit plus privé, qu'on vienne seulement chez des psychologues privés comme nous, mais ça c'est un service public. Donc il faut que l'État mette en place, et je pense que nos États doivent être dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons un stade moderne, nous avons un TR, ainsi de suite. C'est de l'innovation. Il faut qu'on innove dans le service accordé aux parents. En leur donnant l'opportunité, on sait que les choses ont changé, le docteur l'a dit, les choses ont changé, on n'éduque plus nos enfants aujourd'hui comme avant. Parce qu'on est seul face à son enfant. Mais l'État peut innover dans ce sens-là et dire, comme les choses ont changé, voilà les adaptations politique que nous faisons pour accompagner les États. Et ça, au final, ça va donner la confiance aux parents. Confiance aux parents. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous disons aux parents, limitez ce que vous enseignez aux enfants. Faites confiance aux enfants, faites confiance en Dieu. Au paradis, il y avait des millions d'arbres. Mais Dieu a interdit un seul arbre. Parce que s'il avait interdit beaucoup d'arbres, il y aurait beaucoup de chances que Adam et Ève se trompent. Il a interdit un seul arbre, il l'a rendu clair. Donc aux parents, si vous interdisez trop de choses, vous-même vous allez faire ça, ce que vous interdisez. Et c'est un grand problème. Parce que si celui qui enseigne fait plus d'erreurs que celui qui est enseigné, on va où? Moi, je vois personnellement que les parents se corrigent par leurs enfants. Voilà. C'est ça qu'on dit. Mais c'est tellement beau ce que vous dites. À partir du moment où, c'est magnifique ce que vous dites, Naïla. Donc les parents, à partir du moment où ils se corrigent à travers les enfants, il faut qu'ils aient une posture d'humilité pour apprendre. Il faut que le parent soit dans les dispositions d'apprendre parce qu'il ne sait pas tout. Bien sûr. Si on n'est pas humble et qu'on est un parent qui sait tout, qui peut tout, jusqu'à ce que Dieu te montre que tu ne peux pas, ça c'est un désaveu. Ça va être un grand problème. Donc, ne pas tout enseigner. Parfois même les enfants posent des questions, et le docteur Rohia sait bien que ça fait partie de la pédagogie. Même quand on sait, il ne faut pas tout dire. Pour permettre à l'enfant de chercher par lui-même, de découvrir. Okay? Donc c'est un voyage. L'éducation, c'est un voyage que le parent fait avec son enfant. Et ce voyage, il faut qu'il soit agréable. Parfois, l'enfant regarde par le train, par la fenêtre du train, et il dit, ah, regarde ça. On découvre des choses. Parfois, c'est l'enfant qui attire
l'attention du parent pour dire regarde ça. Mais si pendant tout le voyage, c'est que le parent qui dit regarde, 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 on va où? Donc, laissons de l'espace à l'erreur. Pourquoi? Il faut que l'erreur se fasse parce que nous ne sommes pas parfaits. Et l'erreur, c'est une intelligence divine. Pourquoi? Si tout est parfait, personne n'aurait besoin de personne. Les relations sociales n'auraient aucun sens. Les relations sociales n'ont de sens que grâce à l'erreur, grâce à notre imperfection. Dieu sait très bien ce qu'il fait. S'il avait créé un monde parfait ici, ce serait un monde qui n'aurait pas de sens. Parce que tel que nous sommes en train de vivre, pour que j'ai besoin de Rokhaya, il faut qu'elle ait quelque chose qui me manque. Bien sûr. Vous voyez? Ok, c'est comme ça, c'est l'imperfection qui a rendu la vie possible. Donc c'est l'échange alors. C'est ça qui rend l'échange, le mouvement est créé par ça. Vous voyez, la vie elle-même, ici-bas, elle est créée par ça. Si le parent ne veut pas que son enfant fasse une erreur, elle est en train de l'empêcher de vivre. Et voilà pourquoi nos enfants quittent nos maisons pour aller vivre. Parce que la vie, c'est un droit divin. Donc nous voulons attirer l'attention des parents sur les droits qu'ils ont sur les enfants. Il ne faut pas qu'ils voient tellement leurs droits qu'ils en oublient leurs devoirs. Vous voyez? Pourquoi? Parce que regardez ce que les enseignements nous donnent. On dit que le Seigneur a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam pour magnifier sa dignité. C'est pour magnifier sa dignité que lui-même, il ne s'est pas donné le droit de toucher. C'est que la dignité de l'enfant, elle est supérieure à la parentalité. Le parent n'a pas le droit de bafouer la dignité de l'enfant, parce qu'il va rendre compte sur ça. C'est pour revenir à la posture d'écoute du parent. Okay? Si le parent écoute, il devient un parent avec qui les choses sont possibles. Et il faut ouvrir les possibilités. Okay? Au paradis, un seul arbre a été interdit. Un seul. Et Adam était un adulte, ce n'était pas un enfant. Donc, évitons de trop interdire les choses dans nos maisons, comme si on était dans une prison. Laissons les choses possibles et faisons en sorte que ce que l'on interdit soit suffisamment clair à nos enfants et que nous-mêmes nous respections ce que nous interdisons. Merci beaucoup, docteur. C'est très intéressant. Docteur Rokhaya, comment peut-on clôturer cette émission? Je pense que Neila, docteur Giraud a bien résumé la situation. Je crois que de nombreux parents, aujourd'hui, ils se projettent beaucoup trop sur leur enfant. Moi-même, qui vous parle, je suis mère d'un adolescent et souvent mes amis me disent « Je pense que tu lui demandes trop, je pense que tu le mets trop sous pression, je pense que tu essaies de le façonner à ton image. » Et peut-être que lui, ce n'est pas ça qu'il projette. Donc, pour prendre exemple sur moi-même, aucun parent n'est parfait. Aucun parent n'est parfait. La dernière fois, je parlais avec un neurologue qui m'a dit « Mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez vu aux abords des écoles de la classe sociale élevée, vous n'avez pas vu le nombre d'enfants obèses. Vous avez observé l'obésité progressive des enfants. » J'ai dit « Oui, c'est vrai que nos enfants, souvent, ils ont de l'embonpoint. » Il me dit « Mais les parents ont tendance à récompenser leurs enfants, non pas par un sourire, mais par un gâteau, par un plat de poulet avec un fast-food. C'est comme ça qu'on récompense les enfants. Donc, matériel. Vous voyez cette relation de matérialité, et ça a un effet sur le capital humain même de ce pays et dans le monde. Les enfants mangent de plus en plus sucré, de plus en plus gras. Ils ont de plus en plus accès à certaines informations sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, mais il faut se rendre compte que nous devons changer cette relation avec nos enfants. Nous sommes en train de créer des problèmes que les autres générations vont devoir gérer. Je crois que tout à l'heure, ce que Dr Giraud était en train de dire, c'est que la famille, c'est la cellule initiale.
C'est la cellule initiale à partir de laquelle on est en train de bâtir le citoyen qui va demain gouverner le pays ou le monde. Donc tout ce que vous faites aujourd'hui à votre petite échelle, ce n'est pas sur cette petite échelle-là qu'il faut rester, il faut le voir de plus en plus large. Et on voit qu'on est en train de construire la citoyenneté, on est en train de construire des citoyens qui demain devraient être autonomes et qui ont la capacité d'agir. Donc si aujourd'hui on a ces failles au niveau de la famille, ça veut dire que nous sommes en train de dévier un peu et ce ne sera pas sans conséquence sur la construction de ces citoyens de demain qui vont devoir continuer à vivre et disons, leader le monde. Donc je pense que ce que nous sommes en train de faire à notre niveau est très important. C'est pour ça que je reviens sur le fait que nous-mêmes, parents, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons des choses à changer. Nous devons voir notre relation avec les enfants, nous devons voir que ce n'est pas par le surinvestissement que nous allons régler les problèmes, ce n'est pas en offrant des cadeaux, ce n'est pas en leur créant une vie de luxe que nous allons arriver à régler ce type de problème, mais c'est plus dans les échanges, c'est plus dans l'accompagnement, dans ce processus d'apprentissage que le parent doit s'inscrire de plus en plus et espérer donner tous les codes, tous les outils à ses enfants pour qu'ils puissent grandir de façon autonome. Donc on est dans l'apprentissage, on est dans l'accompagnement et nous sommes dans la guidance, mais pas dans l'autoritarisme démesuré ou dans la sanction. Ceci est mon message. D'accord. Permettez-moi, docteur, seulement d'ajouter juste un petit exemple de ma part. Soi-disant, la famille, donc c'est comme une cellule. Plusieurs familles forment un tissu. Il y a plusieurs cellules forment un tissu. Plusieurs tissus forment l'organe, ou bien qui font le même fonctionnement, forment l'organe, n'est-ce pas? Donc c'est comme une petite comparaison avec notre organisme. Le corps humain. Donc c'est ça la société. Soi-disant, la société, c'est l'organisme, le corps humain. Et chaque famille de nous, donc c'est une cellule, plusieurs cellules qui font le même fonctionnement, alors aboutir ou bien on arrive ensemble à la réussite de cette fonction. C'est ça. Et c'est d'autant plus complexe que les relations ne sont pas aussi linéaires. Vous avez la famille qui est la cellule de base, vous avez tous les organes qui accompagnent cette construction-là, mais aujourd'hui la famille n'est pas fermée, elle a aussi des influences. Les enfants, je vous ai dit, sont en train de changer. Souvent, ils nous interpellent sur des messages, sur des informations qu'ils ont entendues dans d'autres pays. Et vous êtes là. Si vous n'avez pas l'information, vous êtes perplexe. Et vous n'avez pas les capacités de répondre. Et il faut être honnête en disant, je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu en sais? Explique-moi ce que tu en sais. Et sur des thématiques qui sont quelquefois sensibles. Donc, ça veut dire qu'il y a des influences qui font que les relations entre ces différents organes ne sont pas linéaires. C'est très complexe, mais il faut des principes de vie qui sont les principes de guidance, d'accompagnement, étape par étape, dans un processus d'apprentissage ouvert et bienveillant. Merci beaucoup, docteur. Merci. Docteur Giroux, le dernier mot, c'est à vous, votre conseil pour nous, les parents. Très bien. Le conseil. Le docteur Rokhaya Cissé a bien résumé. Je pense que ça a été difficile de dire plus concret que ce qu'elle a dit. La posture d'humilité et d'écoute. Le parent qui écoute, le parent moderne aujourd'hui, le parent qui peut aider son enfant à faire face à sa période, c'est le parent qui sait écouter son enfant. L'écoute. Et pour écouter, il faut savoir enlever des choses, parce que pour écouter, il faut faire de la place. Parfois, le parent n'a plus de place. Il est chargé. Il est chargé. Et vous voyez, c'est là la gymnastique. Charger, décharger, charger, décharger, charger, décharger. Éduquer son enfant, c'est se soigner. Quand vous prenez soin de votre enfant, vous vous soignez vous-même. Comment ça se fait? Parce que pour vous occuper de votre enfant, vous allez investir une relation. Pour investir une relation, il faut décharger. Vous voyez? Voilà, ça respire. Ça respire, donc le parent respire. Et quand il s'occupe de son enfant et qu'il a un projet, le tout c'est d'avoir un projet. Pourquoi j'éduque mon enfant? Vous voyez, si le parent est clair là-dessus, il va voir qu'il n'est pas seul pour éduquer son enfant. Il y a des clubs de parents, la famille élargie,
les amis. Il faut aussi savoir choisir ses amis. Bien sûr. Dr Raya disait tout à l'heure que parfois, on a même un peu de mal aujourd'hui à aller dire ses problèmes à la famille élargie. C'est un grand problème. Donc, pour éduquer, ce n'est pas une seule personne qui éduque son enfant. C'est un système qui éduque son enfant. Vous voyez, ça c'est très très important. Et pour finir, je pense, la confiance, je veux revenir dessus très rapidement. Si les parents ont le temps de s'occuper d'eux-mêmes, il faut que les parents s'occupent d'eux. Les parents ne doivent pas se sacrifier pour leur enfant. On a beaucoup entendu dire ça. C'est un non-sens. On ne doit pas mourir pour son enfant. On doit vivre. Vous voyez, il faut s'occuper de soi-même. Pourquoi? Parce que quand le parent s'occupe de lui, je n'ai pas dit abandonner son enfant. Non, non, du tout. C'est très différent, n'est-ce pas? C'est très différent. Mais si vous faites tout pour votre enfant, vous ne vous occupez pas de vous-même, vous donnez à votre enfant un mauvais message. Parce que quand il voit que vous n'êtes pas bien, votre enfant ne peut pas être bien. Dieu n'a pas dit qu'il faut souffrir pour s'occuper de quelqu'un. Oui, la relation peut être mutuellement bénéfique. Il faut être prêt pour éduquer. Il faut inviter nos enfants à la vie. Il faut les inviter à vivre, c'est-à-dire sortir avec, discuter comme elle le disait, créer des sujets que nos enfants sentent que nous sommes là, ils nous intéressent. Là, il faut que la vie soit belle, vous voyez, avec ses difficultés. Ce sont les difficultés de la vie qui, quand vous les combinez, vous voyez, avec notre volonté ensemble de vivre ensemble, c'est ça qui fait que c'est beau. Vous voyez, et les enfants n'ont pas demandé de cadeaux matériels. Il faut que le sourire du parent soit le plus beau cadeau donné aux enfants. Et ça, le parent doit l'imposer. Parce que c'est nous qui achetons les cadeaux. Si je décide de ne plus acheter, je vais pouvoir poser la leçon. Vous voyez, donc les parents ne sont pas condamnés à l'erreur. L'erreur, on l'a fait, mais on n'est pas condamné à continuer l'erreur. Ils peuvent arrêter l'erreur. Okay? J'ai acheté des cadeaux matériels et je n'ai jamais eu de retour positif. Ok, j'arrête. Maintenant, il faut que tu valorises mon sourire. Il faut que l'enfant cherche le sourire de son parent. Il faut que les moments agréables où on discute soient plus chers que les cadeaux matériels. Les grands cadeaux, les plus importants, ils ne coûtent pas 1 franc. Parce que c'est du temps que l'on passe ensemble. Il faut que ce soit valorisé, le temps de dialogue. Vous voyez, l'écoute, si quelqu'un vous écoute, ça vaut de l'or. Bien sûr. 1. 2, la parole, elle soigne. C'est pour ça qu'on autorise les gens à aller rendre visite aux malades à l'hôpital. Parce qu'on sait que les visites à l'hôpital, c'est reçu par le malade comme le signal qu'il est important. C'est le soutien moral. On appelle ça le soutien moral. Le soutien moral est aussi important que les médicaments que l'on administre. Oui. N'est-ce pas? Ok. Donc, tout ça, c'est immatériel. Et c'est beaucoup plus important que tout ce qui est matériel. Pourquoi? Parce que la nature est intelligente. S'il fallait du matériel pour éduquer un enfant, et que Dieu a demandé aux parents d'éduquer leurs enfants, en ce moment, Dieu aurait pris soin de donner à chaque parent beaucoup d'argent. Il va être récompensé, bien sûr. Oui, mais ce qui se passe, c'est que ce n'est pas les moyens matériels qui doivent éduquer. Ce sont les moyens spirituels. Ce sont les moyens moraux, psychologiques, mentaux. C'est avec ça que le parent, même s'il est pauvre, il doit pouvoir éduquer son enfant. Parce que la pauvreté éducative, ce n'est pas la pauvreté matérielle. C'est la pauvreté spirituelle. C'est quand je pense que si je suis pauvre, je ne peux pas éduquer mon enfant. Je donne à mon enfant un signal de démission. Peut-on parler de la fausse mentalité actuelle? C'est pour ça que je parlais dès le début de la pauvreté parentale. Okay. C'est ça la pauvreté dans la parentalité. C'est quand je pense que tout doit être matériel. Qu'il faut acheter les fast-food pour récompenser, qu'il faut acheter un iPhone pour récompenser, qu'il faut acheter. C'est des chimères qui ne finissent jamais. Mais si on achète une seule fois un petit objet, même qui coûte 5 francs, il faut que ce soit beau. Si on achète 50 francs, il faut que ce soit aussi beau. 100 000 francs ou 5 francs, ça doit être aussi beau parce que je l'ai donné, ça vient de mon cœur. C'est pas la main qui donne. La main, elle transmet. C'est le cœur qui offre.
Et ça, il faut que dans le rapport à nos enfants... Il faut s'appuyer sur la valeur des cadeaux, oui. Non pas sur les prix. Et non pas sur le cadeau lui-même. Ouais. C'est que le cadeau, pour qu'il ait de la valeur, il faut que celui qui reçoit le cadeau respecte celui qui donne. Tout à fait. Okay. Et que la relation qu'il a avec c'est un respect important. De sorte que même si c'est un sourire que je t'offre, pour toi c'est aussi important que si je t'avais offert une voiture. Et ça, quand on en est là, je termine avec ça, quand on en arrive là, nos enfants sont préparés. Pourquoi? Parce que pour qu'on les corrompe, ce sera difficile. Ceux qui sont tombés dans la corruption, c'est ceux à qui il manque des fondements émotionnels. Ils n'ont pas reçu la dose d'émotion qu'il faut. Il leur reste de l'espace que les corrupteurs peuvent utiliser. Mais si le parent éduque son enfant en lui donnant l'amour et l'affection dont il a besoin, sans dépendre et sans faire que son enfant dépende de lui, je ne dois pas éduquer mon enfant pour qu'il dépende de moi. Je l'éduque pour qu'il vive même si je ne suis pas là. Donc il y a des signaux forts que je donne à mon enfant. Tu n'es pas seul, la vie est belle, Dieu a fait les choses pour que tu réussisses dans la vie. Et quand l'enfant a ça dans son cœur, ce sera difficile de le corrompre plus tard. Merci beaucoup. Malheureusement, et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je remercie nos chers invités, Dr Rokhaya Cissé, Dr Ibrahim Agirou, pour leur présence, intervention. Vous nous avez enrichis par vos informations si importantes. Chers internautes, merci à vous d'être abonnés à notre site Lumière Islamique. Merci de partager cette émission ainsi que d'autres. À des prochaines émissions avec autre bouquet de thèmes. Merci beaucoup à vous tous. À très bientôt.